Merci de couper vos micros. L'enregistrement a démarré. Bonjour à tous. Merci pour cette visio, ce décryptage de la loi de finances et des actualités en matière financière présenté par Samia Melouki, que je vais donc laisser la parole. Cette visio est organisée par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir tout le monde. Donc, du coup, ce soir, on va voir, alors je pense qu'il y a des micros qui sont encore ouverts. On va voir la loi de finances, les principales dispositions. Également, il y en a peu, mais les dispositions contenues dans la loi de programmation des finances publiques. Et je vous ai sélectionné aussi tout un tas d'informations financières qui vont être utiles pour cette année, notamment les nouveaux zonages, certaines actualisations de plafond ou de montants, l'actualisation des valeurs locatives, enfin tout un tas d'éléments. Alors, moi, pendant que je partage l'écran, je ne vois plus rien, c'est-à-dire que je ne vois pas si vous envoyez des messages. Donc, si jamais vous avez des questions, Inbar me les transmettra. Et on fera une petite pause d'enregistrement à la fin de la partie sur la loi de finances pour faire un premier tour pour voir si vous avez des questions. Et on reprendra ensuite. Voilà. Donc, la loi de finances, on va commencer par la partie sur, en fait, on va faire les dotations, la fiscalité et les autres mesures. Donc, la partie sur les dotations, donc globalement, au niveau de la DGF, elle augmente à peu près de 320 millions d'euros cette année. Ça concerne essentiellement la dotation de solidarité rurale qui augmente de 140 millions et la dotation de solidarité urbaine 130 millions, pardon. On a également la dotation d'intercommunalité qui va augmenter plus que d'habitude. Ça, je vais vous en parler après. Pour le moment, on n'a que les grandes, je vous ai dit, oui, voilà, on n'a que les grandes masses puisque c'est le comité des finances locales qui doit faire arrêter la répartition des dotations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, on va avoir la plupart des dotations que l'État verse aux collectivités sont dans une enveloppe. Et donc, cette enveloppe, pour que certaines dotations puissent augmenter, il faut diminuer d'autres composantes de l'enveloppe. Donc, c'est ce qu'on appelle les variables d'ajustement. Concernant le bloc communal, cette année, on va avoir deux variables d'ajustement. La première, c'est la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle que certaines communes ou intercommunalités perçoivent en lien avec la suppression de la taxe professionnelle et la transformation en contribution économique territoriale. Donc là, elle va être diminuée globalement de 14 millions et la répartition de cette fonction va se faire en fonction des recettes réelles du budget, de la section de fonctionnement du budget général des collectivités concernées. Excusez-moi. Et la seconde composante des variables d'ajustement, c'est le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Alors, ce fonds, c'est un fonds qui perdure, qui est dispatché par les départements et qui date de comme son nom l'indique, de la taxe professionnelle. Et c'est vrai qu'il sert régulièrement de variable d'ajustement. Donc, cette année, globalement, il sera diminué de 13 millions. Ensuite, la répartition par chaque département dépend des critères qui ont été mis en place localement. Mais globalement, l'enveloppe diminue. Donc, au niveau de ce qui est prévu par la loi de finances, ce qu'il faut noter, c'est que la loi limite les possibilités d'action du comité des finances locales pour la répartition de l'augmentation, puisque la part qui est affectée, alors pour rappel, la dotation de solidarité rurale, elle est composée de trois parties. La dotation bourg-centre, excusez-moi, qui est affectée aux collectivités, chefs-lieux de canton, bourg-centre, qui ont vraiment un rôle de centralité. La dotation péréquation, c'est celle qui est donnée au plus grand nombre de collectivités en fonction de critères tels que la longueur de voirie, le nombre d'enfants de 3 à 16 ans domiciliés sur la commune, le potentiel financier à l'hectare, ce genre de choses. Et enfin, la part cible qui est réservée
aux 10 000 collectivités qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale et qui sont considérées comme étant les plus fragiles de France. Donc, traditionnellement, c'est vrai que sur les hausses traditionnellement, ces dernières années, en tout cas, le comité des finances locales avait un peu mis l'accent sur la part cible dans les augmentations en volume. Et en 2023 et de nouveau cette année, la loi de finances limite ça en disant que la part d'augmentation qui est affectée à la péréquation, à la part péréquation, ne peut pas être inférieure à 60%. Ce qui veut dire que ça va beaucoup plus saupoudrer, en fait, la hausse de dotation, puisque la part péréquation est celle qui est perçue par le plus grand nombre de collectivités locales. Au niveau de la dotation nationale de péréquation, la nouveauté de la loi de finances, c'est que, alors, la dotation nationale de péréquation, elle comprend deux parts. Il y a une part principale qui est déterminée en fonction de l'insuffisance de potentiel financier. Donc, très synthétiquement, le potentiel financier, c'est le potentiel fiscal, donc la richesse fiscale qu'on aurait si on appliquait les taux moyens nationaux, plus une part de la dotation forfaitaire. Donc, la première part, la part principale, vient aider les collectivités qui ont un potentiel financier qui est très faible. Et la seconde part, qui est la part majoration, qui là vient accompagner les collectivités qui ont des écarts importants sur leur potentiel fiscal, mais le potentiel fiscal post-taxe professionnelle, c'est-à-dire calculé uniquement sur la partie fiscalité des entreprises. Donc jusqu'à présent, en fait, pour la majoration, on était éligible et si l'année d'après on perdait l'éligibilité, ben, on perdait la recette d'un coup. Donc là, pour éviter justement les à-coups trop importants, il y a une garantie qui est mise en place. Alors elle n'est que de 1 an, mais pour les communes qui cessent d'être éligibles à la majoration de la dotation nationale de péréquation, l'année où elles perdent l'éligibilité, elles perçoivent 50% de la majoration perçue l'année précédente au titre de garantie. Ça permet de lisser, enfin d'aller progressivement, de perdre la recette progressivement. Autre information aussi sur les dotations, c'est que cette année, la dotation d'intercommunalité va augmenter de 90 millions et c'est une hausse qui n'est pas que d'une année, c'est désormais, elle va augmenter de 90 millions par an. Jusqu'à présent, elle augmentait de 30 millions par an. Donc, ça veut dire qu'il va falloir modifier un petit peu les règles d'évolution, puisque pour les intercommunalités, l'évolution de la dotation d'intercommunalité d'une année sur l'autre était plafonnée, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas percevoir plus que 110% de l'année précédente, de la dotation de l'année précédente. Donc là, le plafond est rehaussé et passe à 120% de l'année précédente, ce qui permet d'intégrer cette hausse à 90 millions. Toujours en matière de dotation, on a une nouvelle dotation, en fait c'est une transformation et un élargissement de dotation qui est la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. Alors, si vous êtes comme moi que vous ne savez pas trop, les aménités rurales, qu'est-ce que c'est? Ce sont les services écosystémiques liés aux attributs physiques, géophysiques et biologiques, caractéristiques des territoires ruraux et qui créent des valeurs économiques et environnementales. Donc, en fait, l'État considère que le maintien et le développement de ces aménités rurales, ce sont des services environnementaux rendus par les territoires ruraux au bénéfice de tous. Donc, par exemple, c'est la biodiversité, les paysages, l'eau, etc. Donc, en fait, l'ancienne dotation biodiversité est transformée en dotation de soutien aux aménités rurales. Donc, elle est étendue à toutes les communes rurales au sens de l'INSEE qui ont une part significative de leur territoire, qui comprend une aire protégée, ou pour celles qui sont en bord de mer, qui jouxte une aire marine protégée. Et le montant par rapport à la dotation biodiversité a plus que doublé et il passe à 100 millions d'euros. Là, pour le moment, on est en attente d'un décret qui va fixer la liste des communes éligibles à la dotation, donc qui devrait sortir assez rapidement.
L'autre modification concerne la dotation pour les titres sécurisés. Donc, ça concerne les collectivités qui ont accepté d'avoir des stations pour les cartes d'identité et les passeports en mairie. Jusqu'à présent, il y avait deux parts, une part forfaitaire qui dépendait du nombre de stations et une part variable. Là, la part forfaitaire, elle est complètement supprimée. Le montant de la dotation en lui-même, pareil, il est doublé puisqu'il passe de 47 à 100 millions. La part forfaitaire est complètement supprimée et la répartition, elle se fait à partir de 2024 en fonction du nombre de stations fonctionnelles l'année précédente au 1er janvier de l'année en cours, en fonction du nombre de demandes de l'année précédente et de l'inscription à un module dématérialisé et interopérable pour les prises de rendez-vous, c'est-à-dire si vous êtes inscrit pour les prises de rendez-vous en ligne. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les collectivités qui ont les stations. Autre élément sur les dotations, ça concerne le FPIC. Donc le FPIC, c'est le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. C'est un fonds qui fait 1 milliard par an et qui est alimenté par les ensembles intercommunaux. Alors un ensemble intercommunal, c'est le tout qui est constitué à la fois de la communauté de communes ou d'agglomération et des communes qui la composent. Donc, en gros, ce sont les ensembles intercommunaux considérés comme riches qui alimentent le fonds au bénéfice des ensembles intercommunaux considérés comme pauvres. Donc, pour savoir si on est riche ou pas, on est classé en fonction notamment du potentiel financier agrégé par habitant. Et pour savoir si on est pauvre, on prend en compte le revenu par habitant, le potentiel financier agrégé et l'effort fiscal agrégé. Il faut savoir qu'on peut être un ensemble intercommunal qui est à la fois bénéficiaire du fonds et qui contribue au fonds. Donc après, le solde est positif ou négatif. Tout simplement parce que ça permet de prendre en compte, par exemple, dans un ensemble intercommunal riche, la présence de communes pauvres. Donc, en fait, la première étape, c'est qu'on voit qui est contributeur, qui est bénéficiaire, et ensuite, on va répartir entre les ensembles intercommunaux concernés les montants à verser ou à percevoir. Une fois que chaque ensemble intercommunal sait combien il doit payer ou combien il va percevoir, il y a des règles qui existent pour répartir ces sommes entre la communauté et les communes, d'une part, et ensuite entre les communes. Donc, il y a des règles de droit commun, et si la communauté et les communes s'entendent sous des conditions de majorité qui sont soit une majorité des 2/3, soit l'unanimité, on peut déroger à ces règles de droit commun et fixer, sous certaines réserves, bien sûr, les règles du jeu. La problématique, c'est qu'avec le développement des intercommunalités de taille plus importante, c'est compliqué de faire délibérer tout le monde chaque année. Donc, ce que prévoit la loi, c'est que désormais, quand on prend une délibération qui déroge aux règles de droit commun de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, on n'est plus obligé maintenant de redélibérer chaque année. La délibération reste applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée ou modifiée. Elle peut être rapportée ou modifiée si un conseil municipal délibère pour le demander ou si le conseil communautaire délibère pour le demander, ou alors également en cas de changement de périmètre de la communauté. Voilà. Donc, ça va éviter d'avoir des problématiques de délibération à prendre, on en a déjà beaucoup, sous des délais assez courts. Pour les élus, on a la compensation forfaitaire pour l'assurance obligatoire de protection fonctionnelle des élus, qui jusqu'à présent était versée
uniquement aux communes de moins de 3 500 habitants, qui est étendu à toutes les communes de moins de 10 000 habitants. La deuxième chose aussi, et qui est quand même, je trouve, plutôt bien, c'est que pour la dotation élus locaux, jusqu'à présent, elle était pour les communes de moins de 1000 habitants, ça ne change pas, mais certaines communes étaient exclues du bénéfice en raison d'un potentiel financier trop élevé. Le critère de potentiel financier est supprimé. Donc, ça veut dire que maintenant, toutes les communes de moins de 1000 habitants bénéficient de la dotation élue locale. Toujours en matière de dotation, alors c'était attendu, ça avait été annoncé, etc. Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires, là c'était en lien avec la réforme des rythmes scolaires, est supprimé à partir de la rentrée 2025, donc du 1er septembre 2025. Également à souligner qu'il y a une nouvelle dotation pour les communes nouvelles, alors pas pour toutes les communes nouvelles, pour celles de moins de 150 000 habitants, étant donné que dans le département, nous n'avons que 2 communes nouvelles pour l'instant et qu'elles sont loin des 150 000 habitants, les deux sont concernés. Donc la dotation comprend d'abord une dotation amorçage qui est de 15 € par habitant et par an pendant 3 ans, pour aider justement au fait que quand on crée la commune nouvelle, il faut se réorganiser, etc. Ça génère des frais. Et la seconde part, c'est la part garantie, qui elle aussi est sur une période de 3 ans et qui garantit à la commune nouvelle qu'elle n'aura pas moins pendant 3 ans que le montant de la DGF que percevait chacune des communes avant la création de la commune nouvelle. Pardon, donc voilà sur la partie dotation. Sur la partie fiscalité, la première chose, c'est qu'on a quelque chose d'un peu positif puisque depuis que la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée, en matière de règles de vote des taux d'imposition, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue ce qu'on appelle le nouveau taux pivot pour le respect des règles de lien entre les taux. Donc, pour rappel, quand on veut faire évoluer les taux d'imposition de sa commune, soit on peut les faire varier dans la même proportion, ça veut dire qu'on dit par exemple qu'on augmente tous les taux de 3%, soit on peut les faire varier de manière différenciée, auquel cas il faut respecter certaines règles. La première règle, c'est que le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui est la seule composante qui nous reste, ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux foncier, que le taux foncier sur les propriétés bâties ou le taux moyen des taxes foncières. La seconde règle, c'est que le taux de foncier non bâti ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux de foncier bâti. Et la troisième règle, bon, pour le coup, nous, comme on est dans le département, on n'a que des communautés à fiscalité propre unique, ça ne concerne que les intercommunalités. Le taux de cotisation foncière des entreprises ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux de foncier bâti ou que le taux moyen des taxes foncières. Donc, en gros, si vous voulez pouvoir augmenter votre taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, vous êtes obligé d'augmenter le taux de foncier bâti. On a un assouplissement qui est prévu dans cette loi. Alors, il concerne les communes qui ont un taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui est inférieur à 75% de la moyenne départementale uniquement. Donc, ça veut dire que si votre taux de taxe d'habitation résidence secondaire est supérieur à 75%, vous ne pouvez pas bénéficier de cet assouplissement. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez augmenter le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans forcément augmenter le foncier, mais le nouveau taux ne doit pas dépasser 75% de la moyenne départementale, et l'évolution ne doit pas être supérieure à 5% de cette moyenne. Pour les EPCI à fiscalité propre, on a les mêmes règles qui s'appliquent, mais là, on n'est pas par rapport à la moyenne départementale, mais par rapport à la moyenne nationale de l'ensemble des EPCI à fiscalité propre.
Donc, concrètement, ça veut dire que si vous avez un petit taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ça peut être l'occasion de vous permettre de l'augmenter sans forcément avoir besoin de mobiliser le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Autre nouveauté aussi, et là qui concerne les EPCI à fiscalité propre, c'est les modalités de versement de fraction de la TVA, puisque désormais, les EPCI à fiscalité propre perçoivent une fraction de TVA, d'une part en remplacement de la taxe d'habitation sur les résidences principales et d'autre part en lien aussi avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Actuellement, la TVA qui est prise en compte pour le calcul de la fraction de TVA, c'est la TVA prévisionnelle de l'année et il y a des ajustements qui ont lieu en cours d'année en fonction de la TVA réellement collectée. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir, à un moment un peu avancé de l'année, des mauvaises surprises si la TVA collectée est moins importante. Donc, à partir de janvier 2026, cette modalité va changer puisque le 12e de TVA qui est versé, il est calculé sur la base de la TVA encaissée le mois précédent et la régularisation a lieu le mois suivant. Donc, ça évite qu'il y ait vraiment de trop gros écarts. Une nouvelle compensation est créée pour les collectivités locales qui connaissent, alors pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, qui connaissent d'une année sur l'autre une baisse importante des bases de foncier bâti et une baisse importante de produits de foncier bâti par rapport à de l'impôt levé sur des entreprises. Donc là, pour bénéficier, le bénéfice de la compensation, si on a une perte qui est considérée comme importante, c'est une compensation sur 3 ans qui est dégressive. Et si la perte est vraiment exceptionnelle, là, on est sur une compensation sur 5 ans. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations puisqu'on est en attente d'un décret, notamment qui va définir ce qui est considéré comme une baisse importante et comme une baisse exceptionnelle. Également, vous avez des nouvelles possibilités. En fait, c'est une mise à jour et un élargissement d'exonération facultative de logement par rapport aux performances énergétiques. Puisqu'en fait, il y avait déjà un dispositif qui existe, mais qui était plus trop à jour. Donc, jusqu'à présent, les communes et les EPCI à fiscalité propre pouvaient exonérer de foncier bâti en tout ou partie les logements neufs achevés à compter de janvier 2019 et qui étaient considérés comme à haut niveau de performance énergétique globale. Désormais, on a une distinction entre les logements neufs et les logements de plus de 10 ans. Donc, pour les logements neufs, à partir du 1er janvier 2024, vous pouvez délibérer jusqu'au 29 février si vous voulez. On peut exonérer de 5 à 15 ans, de 50 à 100%, les logements neufs qui satisfont aux critères de performance énergétique et environnementale. À partir du 1er janvier 2025, là, vous pouvez délibérer jusqu'au 28 février 2025. Vous avez la possibilité d'exonérer pour 3 ans entre 50 et 100% les logements achevés depuis plus de 10 ans et qui font l'objet par le propriétaire de dépenses de rénovation énergétique. Alors, il faut au moins 10 000 euros sur une année en N-1 ou 15 000 euros sur 3 ans de dépenses. Voilà. Donc, comme toutes les exonérations facultatives, bien entendu, c'est un choix de la collectivité, donc vous ne bénéficiez pas de compensation de la part de l'État. Également, il y a une prolongation jusqu'en 2026 du dégrèvement dont bénéficient les associations foncières de remembrement, puisqu'elles ont un dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés non bâties, qui devait s'arrêter, mais qui est prolongé. Ça concerne les prés, prairies naturelles, les herbages, les pâturages, les landes, les terres vaines et vagues, et c'est sous condition de ne pas dépasser un certain plafond de recettes liées à ces terrains.
Donc, a priori, ça devrait s'arrêter en 2026. Pour les communes qui sont en zone tendue, en fait, la loi de finances pour 2023 a élargi le champ d'application, enfin le champ physique d'application de la taxe sur les logements vacants, puisque dans les communes qui sont listées, qui sont considérées en zone tendue, on a les logements vacants qui sont taxés par une taxe spécifique et qui n'est pas perçue par les collectivités. En dehors de ces zones tendues, les communes et les intercommunalités ou les intercommunalités peuvent délibérer pour décider que les logements vacants sont soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, le fait de passer dans la zone tendue, concrètement, pour les communes et les ou EPCI concernés, ça constitue une perte de recettes, puisque si elles avaient instauré, si elles avaient délibéré pour dire que les logements vacants étaient soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, du fait de l'application de la TLV, elles ne perçoivent plus cette recette. Donc là, on a une compensation qui a été mise en place pour les collectivités qui sont rentrées dans ce périmètre en 2023, en lien avec la loi de finances de 2023. Donc, pour les communes, c'est celle qui appliquait la taxe d'habitation au logement vacant en 2023 et le montant, c'est la part du produit qu'elles perdent. Et c'est la même chose pour les EPCI à fiscalité propre. Excusez-moi, je perds un peu la voix. Alors, vous avez également la possibilité d'exonérer de manière facultative les associations et les fondations. Donc, il faut savoir que on a des associations d'intérêt général ou d'utilité publique ou des fondations qui ont leurs locaux dans des, ce qui est des appartements ou n'importe, enfin, dans des locaux qui normalement sont soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, l'effet de la réforme fait qu'elles sont désormais soumises à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, à partir de 2025, et là, c'est un peu dommage, mais la loi, comme c'est le cas d'autres fois, n'a pas prévu la possibilité pour les collectivités de délibérer en 2024 pour une application en 2024, vous laisse la possibilité d'exonérer ces associations et fondations de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, ce n'est pas toutes les associations, hein, ce sont les fondations et les associations d'utilité publique et celles qui sont d'intérêt général et qui sont éligibles aux dons qui donnent lieu à réduction d'impôt sur le revenu au titre du mécénat. Voilà. Donc, à partir de 2025. Donc, ça veut dire que si vous avez des associations concernées sur votre territoire, la délibération est à prendre avant le 1er octobre 2024. Toujours en matière de fiscalité, il y a un report de la suppression de la CVAE. Donc, pour les collectivités, ça ne change rien puisque depuis l'année dernière, la recette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a été supprimée. Elle est perçue au profit de l'État. Elle devait disparaître en 2024. La prolongation, finalement, ça va être prolongé et donc de manière progressive jusqu'en 2027. Concrètement, pour les collectivités, ça a un impact sur le plafonnement, puisque les entreprises sont plafonnées par rapport à leur valeur ajoutée concernant la contribution économique territoriale qu'elles acquittent. Donc là, en fait, le taux de valeur ajoutée, le pourcentage de valeur ajoutée est plafonné et évolue en fonction de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, puisqu'au final, en 2025, il ne s'appliquera plus que sur la cotisation foncière des entreprises. À ce sujet d'ailleurs, pour les EPCI à fiscalité propre, la suppression de la CVAE, ça a été compensé par une fraction de TVA. Il y a une part qui compense la moyenne des 3 dernières années
qu'ils avaient perçue en termes de CVAE, et ce qu'on appelle la part dynamique, liée au fait que la TVA, c'est une recette vivante, qui vient alimenter un fonds national d'attractivité du territoire. Donc là, les critères viennent d'être fixés sur la répartition de ce fonds. Donc, la répartition, elle se fait sur un tiers sur les valeurs locatives des immobilisations imposées à la CVAE et 2 tiers sur les effectifs qui sont employés. Et à partir de 2025, comme on va vers une disparition de la CVAE, la répartition du fonds se fera un tiers sur la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE l'année précédente et 2 tiers sur les effectifs salariés qui sont employés en N-1. Donc voilà. Ensuite, toujours en matière de fiscalité des entreprises et là plus particulièrement des locaux professionnels, on a un report de l'actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels. Donc, depuis qu'on a eu la réforme concernant la valeur locative des locaux professionnels, normalement, tous les 6 ans, les valeurs locatives des locaux professionnels font l'objet d'une actualisation qui porte sur les secteurs d'évaluation, sur les grilles tarifaires appliquées, sur les coefficients de localisation, etc. Donc là, l'actualisation, elle a déjà été reportée de 2 ans par la loi de finances 2023 et elle fait l'objet d'un nouveau décalage en 2026. Donc pour 2024, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les locaux professionnels vont voir leur valeur locative actualisée par la mise à jour annuelle, c'est-à-dire que le calcul se fait par rapport à la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des 3 années précédentes. Donc, ce n'est pas comme pour les locaux à usage d'habitation. Je vous en parlerai après, des locaux à usage d'habitation. Donc là, on a un report encore jusqu'en 2026. Donc là, c'était la partie sur la fiscalité. On n'a pas de grosse révolution sur la fiscalité, si ce n'est le petit assouplissement pour les taux de THRS. Il y a d'autres dispositions dans la loi de finances. Alors, la première concerne le nouveau zonage qui s'appelle Zone France Ruralité Revitalisation. Donc là, c'est un nouveau zonage qui se substitue à 3 zonages existants. Les zones de revitalisation rurale, les bassins d'emploi à redynamiser et les ORCOMIR, les zones de revitalisation du commerce en milieu rural. Donc en métropole, seront classés en zone de France Ruralité Revitalisation les communes de moins de 30 000 habitants qui sont membres d'un EPCI à fiscalité propre qui a une densité de population inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI à fiscalité propre de métropole. Donc, en gros, c'est un critère de densité de population. Et il y a aussi un critère de revenu disponible médian par unité de consommation. Donc là, sur ce premier critère, là, ça ne va pas dans le sens de ce qu'on demandait, puisqu'on demandait que les critères soient regardés commune par commune et non plus à la taille de l'EPCI, surtout maintenant avec les grandes EPCI. Mais il y a d'autres dispositions qui viennent assouplir ça, puisque le préfet de région peut proposer aussi le classement en ZFRR de communes de moins de 30 000 habitants sur des critères liés au bassin de vie. Et il y a également un assouplissement pour les communes de moins de 30 000 habitants qui font partie d'un EPCI à fiscalité propre, qui a au moins 50% de sa population qui est en zone de montagne. Voilà. Donc, parmi les communes qui sont en zone de France Ruralité Revitalisation, je vais avoir un petit temps avant de m'y habituer, en ZFRR, on aura la ZFRR+, c'est-à-dire que là, on va avoir les communes qui vont être classées en fonction d'un indice synthétique qui prend en compte des considérations comme le revenu, la population, l'emploi, etc. Donc avec plus d'avantages. Le classement sera valable 6 ans.
Pour les entreprises, au niveau de la fiscalité nationale, ça veut dire que les entreprises peuvent bénéficier d'exonérations sur une durée de 5 ans, alors sous conditions, hein, bien sûr. Et pour les collectivités locales, ça veut dire que dans ces zones-là, vous avez la possibilité de délibérer pour mettre en place des exonérations facultatives de foncier bâti et de cotisations foncières des entreprises, là aussi sur une durée de 5 ans. Donc, pour le moment, on n'a pas la liste des communes puisqu'un décret doit sortir pour fixer cette liste. Donc, pour le moment, on n'a pas. Donc, toujours dans la loi de finances, on a pour les zones à faible émission, alors actuellement, il n'y en a pas dans les Pyrénées-Atlantiques, mais il semblerait qu'il y en ait à venir sur l'agglomération de Pau et sur l'agglomération de Bayonne. Donc, à compter du 1er janvier 2025, quand une commune ou un EPCI à fiscalité propre met en place des zones à faible émission mobilité, les amendes forfaitaires et les amendes forfaitaires majorées qui sont générées par le contrôle automatisé au titre de cette zone sont rétrocédées à la collectivité. Là, c'est pareil, on attend un décret. Ensuite, sur les dépenses énergétiques, donc on a l'annonce qui a été faite, c'est sur le tarif réglementé qui n'augmenterait pas de plus de 10% pour 2024, ça va être un peu moins. Alors, pour mémoire, c'est les collectivités qui sont éligibles au tarif réglementé, ce sont celles qui ont moins de 10 agents en équivalent temps plein et moins de 2 millions de recettes. Pour les autres, on a l'amortisseur d'électricité. Donc là, il est maintenu cette année. Donc avec, si la collectivité était déjà éligible en 2023, il n'y a rien à faire. Si la collectivité est nouvellement éligible, il faut faire une attestation sur l'honneur avant le 31 mars à remettre aux fournisseurs d'électricité. Et par contre, si elle cesse d'être éligible, à ce moment-là, il faut le signaler. Donc, on a toujours ce système d'amortisseur, c'est un système de plafonnement, entre guillemets, avec une prise en charge par l'État qui varie selon si on est très petite collectivité ou une autre collectivité. Donc, c'est en fonction du prix au mégawattheure. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que l'année dernière, il y avait des plafonds et cette année, il n'y a plus de plafond. Donc, c'est un petit peu mieux. Donc, toujours dans les autres dispositions, les budgets verts, les états verts du budget. Alors, la transition écologique, ça va être le grand sujet des années à venir avec le décret tertiaire, avec tout ce qui a à la charge des collectivités en la matière. Pour les communes de 3500 habitants et plus et pour les EPCI, à partir de 2024, il y a une nouvelle annexe obligatoire au compte administratif ou, si vous avez fait la bascule, au compte financier unique, qui est l'impact du budget pour la transition écologique. Donc, c'est une annexe qui va présenter les dépenses d'investissement qui contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de la transition écologique en France. On n'a pas encore le modèle parce que c'est comme le budget, hein, c'est une maquette officielle, mais on est en attente d'un décret. Également, alors, sachant que les communes de moins de 3500 habitants, si vous voulez renseigner l'annexe, bien sûr, de manière facultative, vous pouvez. Pour ces mêmes collectivités et du coup pour les autres aussi, on aura aussi une annexe facultative là sur le budget et le compte administratif CFU, sur l'état des engagements financiers concourant à la transition énergétique. En gros, c'est l'évolution sur l'année concernée du montant de la dette que la collectivité consacre à la couverture des dépenses d'investissement qui contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux. Donc, en gros, la dette qu'on pourrait qualifier de verte, de vertueuse. Donc là aussi, c'est pareil, on est en attente d'un décret.
Et enfin, dernière disposition de la loi de finances qui intéresse les collectivités, c'est le compte financier unique. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore fait, qui ne sont pas rentrés dans l'expérimentation, aujourd'hui, en fin d'année, pour retracer l'exécution de l'année comptable, vous, côté commune, vous produisez un compte administratif et de son côté, le trésorier, le responsable du service de gestion comptable maintenant, puisque ça a changé de nom, produit un compte de gestion. La grosse partie, une grosse partie de ces deux documents, en fait, est la même. Le compte administratif va comporter certaines annexes qui apportent des informations qui ne figurent pas dans le compte de gestion. Et le compte de gestion va aussi comporter des éléments qu'on n'a pas dans le compte administratif. Donc, l'idée, c'était de constituer ce qu'on appelle un compte financier unique plutôt que d'avoir deux documents, un seul document qui, en gros, reprend le very best-of des deux documents. Donc, pour le moment, on est en phase d'expérimentation pour la mise en place de ce compte financier unique, mais d'ores et déjà, il est prévu une généralisation pour toutes les collectivités pour l'exercice 2027. Inbar, je crois que tu voulais arrêter l'enregistrement à ce moment-là.